Bonjour et bonsoir si vous êtes à l'autre bout du monde. Bonjour si vous êtes en France. J'espère que vous allez bien. J'espère que, écoutez, vous êtes dans un bel espace pour vous parce que ce soir, nous allons parler de santé intégrative. Je suis Laura Massis et je suis votre intervieweuse pour ce soir et surtout experte en prise de parole. Et j'ai la joie de vous accompagner pendant cette heure que nous allons passer ensemble pour parler d'un sujet qui concerne certaines personnes, mais qui concerne de plus en plus de personnes, à savoir le diabète. Le diabète, si vous ne le savez pas, écoutez, c'est plus de 500 millions de personnes dans le monde qui sont touchées, plus de 5 millions de personnes en France. C'est une urgence, c'est en train de devenir une urgence de santé publique avec évidemment des conséquences graves sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie. Avec notre invité ce soir, soyez le bienvenu. Nous allons vous montrer que le diabète n'est pas une fatalité, il va exister et il existe déjà des solutions pour prévenir et pour mieux vivre avec le diabète. Raphaël Pérez, soyez le bienvenu. Bonsoir, merci de m'accueillir pour parler de ce sujet passionnant. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie aussi d'évoquer ce sujet parce que vous êtes une figure incontournable pour tous et pour toutes les personnes qui souhaitent en fait reprendre le contrôle de leur santé. Ça va bien au-delà finalement du diabète. On va comprendre pourquoi dans un instant avec vous. Alors vous, pour vous présenter, vous êtes docteur en pharmacie. Vous êtes, et ça c'est important de le mentionner, vous êtes un athlète de haut niveau. Ça veut dire que vous avez une mentalité qui a envie d'aller toujours plus loin. Et sur ce sujet, j'imagine qu'il y a plein de choses à dire. Vous avez écrit 8 livres, dont un qui s'appelle « Le diabète n'est pas une fatalité ». Et ça fait surtout une vingtaine d'années aujourd'hui que vous accompagnez des personnes qui sont atteintes du diabète. Et donc, vous avez, au fil de l'eau, au niveau évidemment de toutes vos formations et de tous vos enseignements, concocté votre propre regard et surtout votre propre méthode et votre approche globale et intégrative pour gérer et surtout pour prévenir cette maladie. Alors l'idée ce soir, c'est bien sûr d'être extrêmement concret. J'attends ça de vous, bien sûr, pour que vous nous donniez un maximum de contenu pour comprendre et surtout pour prévenir le diabète, que vous soyez, vous directement concerné, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, ou alors si vous souhaitez, bien sûr, aider un proche et accompagner des patients dans cette pratique. Pourquoi, première question pour vous, Raphaël, pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet qu'est le diabète et d'une manière finalement plus globale, la santé naturelle? Alors, j'ai commencé à m'y intéresser par la pratique du sport, parce que j'ai fait du sport en compétition. Et au début, ce n'était pas spécialement pour faire de la prévention sur les maladies, c'était plus pour moi, pour la performance, pour éviter les blessures. Donc, c'était vraiment dans une dynamique de compétition, une dynamique sportive. Et par la suite, pendant mes études, j'ai compris certaines choses qui concernaient ma famille, en fait, par rapport à la maladie, puisque sur mes 4 grands-parents, j'en avais 2 qui étaient touchés par cette maladie, par le diabète. Et j'ai pu voir une chose que je n'ai pas compris quand j'étais enfant, mais j'ai compris plus tard, c'est que l'un de mes 2 grands-parents concernés a décidé de changer son hygiène de vie et a réussi à évoluer sans traitement ou a eu des traitements et a pu les arrêter rapidement. Et l'autre de mes grands-parents qui était concerné n'a pas fait cette évolution-là et a continué son mode de fonctionnement. Et donc avec le même mode de fonctionnement, malheureusement, on a toujours les mêmes résultats. Et donc, on a continué à voir cette évolution de maladie s'aggraver avec les traitements qui deviennent, comme d'habitude, de plus en plus présents. Et donc, ça m'a permis de comprendre, quand je faisais mes études de pharmacie et ensuite de m'intéresser vraiment à tout ce qui était santé naturelle, l'importance finalement de cette action qu'avait eu l'un de mes grands-parents et de cette inaction, si on peut dire ça comme ça, qu'avait eu l'autre finalement. Alors, quand je parle d'inaction, ce n'est pas péjoratif, c'est le fait de se laisser porter, bien évidemment, dans ses habitudes de vie et de ne pas remettre en question ce que l'on fait. Et avec le diabète, c'est quelque chose qui est souvent compliqué parce qu'on ne se sent pas malade. Quand je dis on ne se sent pas malade, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes majeurs. Quand on a un début de diabète, on a la glycémie qui grimpe. La glycémie grimpe, mais ça ne nous empêche pas de vivre comme on vivait avant. Finalement, on n'a pas une invalidité immédiate qui arrive. Et cette invalidité, par contre, elle arrive avec le temps. Et c'est ça qui est très sournois avec cette maladie, c'est que cette maladie, on va dire, qui nous ronge de l'intérieur. Et comme on ne se sent pas malade, on se sent plus difficilement impliqué, finalement, que ce soit dans les traitements ou que ce soit dans son hygiène de vie.
Ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est la notion finalement de responsabilité. On en revient toujours à ça lorsqu'on parle de santé globale et de santé intégrative et de prendre en main finalement sa santé. Vous nous dites action et inaction, sans évidemment de jugement par rapport à l'inaction, et vous l'avez précisé. Mais ça veut dire quoi concrètement? Se mettre en action, changer son hygiène de vie. Vous parliez d'hygiène de vie. En quelques mots, on va revenir bien sûr sur l'alimentation un petit peu plus tard, mais dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est de comprendre que notre mode de vie est relativement inadapté à ce que notre corps peut supporter. On le voit, c'est pour ça que le diabète, l'obésité et tout un tas de maladies qu'on appelle les maladies de civilisation ont pris autant d'ampleur au cours de ces 70-80 dernières années. Et finalement, c'est de comprendre qu'on a besoin de revenir sur certains fondamentaux au niveau de notre hygiène de vie. Donc, c'est retrouver une alimentation avec de vrais aliments, déjà, sans tout révéler. C'est déjà la base, finalement, de sortir de ces aliments très transformés, très modifiés, où il n'y a plus rien d'intéressant sur le plan nutritionnel, mis à part des calories. Et encore, des fois, c'est même pas des calories, parce que c'est que des édulcorants, que des choses comme ça. De retrouver du mouvement. Notre corps est fait pour bouger, donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. De pouvoir avoir un certain équilibre en termes d'activité de récupération. Aujourd'hui, on est dans le déséquilibre en étant en activité constante, en surmenage constant. Donc, le surmenage, c'est toutes les activités, bien sûr, professionnelles, activités personnelles à la maison, mais c'est aussi d'être devant les écrans à des heures tardives, etc., qui nous maintient tout le temps en activité. Quand on a un temps de repos, au lieu d'être au repos et de faire un temps de relaxation, on se met sur un écran. Donc, c'est toutes ces petites choses-là mises bout à bout qui nous affectent. Et puis, bien évidemment, des gros points noirs dans ce qui nous concerne dans notre société moderne, c'est le stress et les champs électromagnétiques, parce qu'on baigne dedans. Finalement, le stress est devenu chronique pour beaucoup de personnes. Et là encore, c'est très insidieux parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans le stress. On se dit, bon, je suis stressé, c'est parce que c'est le travail, ou je suis stressé comme tout le monde. Mais en fait, c'est pas normal d'être dans le stress tout le temps, tout le temps. Et donc, tous ces facteurs, on va dire, mis bout à bout, nous affaiblissent. Et cet affaiblissement, finalement, il fait ressortir nos fragilités. Donc, dans le contexte du diabète, c'est la capacité à gérer les glucides, finalement, cette fragilité, mais ça pourrait aboutir à d'autres maladies. Alors, on va ce soir tenter d'être dans l'action. On va essayer de faire comme a fait l'un de vos grands-parents, en tout cas. Et l'action, on va déjà, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet et que vous nous expliquiez, mais évidemment de manière synthétique, parce que c'est 20 ans, tout ça d'expérience pour vous. Mais ce qu'est finalement cette maladie, qu'est-ce que le diabète, en quelques mots? Alors, le diabète, c'est une maladie hormonale et métabolique. Hormonale parce qu'elle est liée à l'insuline, d'une manière ou d'une autre, et métabolique parce qu'elle peut avoir un lien avec notre capacité à gérer les glucides. Donc, pour le diabète de type 1, par exemple, qui est un diabète où il y a une atteinte sur le pancréas qui ne permet plus de produire suffisamment d'insuline, là, on est sur un problème directement hormonal, puisqu'on a besoin de cette insuline pour pouvoir faire entrer le glucose, donc les glucides, dans la cellule, et qu'ensuite, ça puisse être utilisable par la cellule. Comme on n'aura plus cette production d'insuline, on va empêcher le glucose de rentrer. Donc ça, c'est réellement, strictement hormonal. On ne peut plus avoir cette action hormonale de l'insuline. Après, métabolique, parce que nos cellules, pour fonctionner, elles doivent utiliser le glucose ou d'autres substrats, donc que ce soit des graisses ou des protéines à la base, mais en tout cas, on va utiliser ces substrats pour produire de l'énergie. Et grâce à ça, on va faire toutes les activités de notre corps qui nécessitent de l'énergie. Si notre capacité à produire de l'énergie s'affaiblit, on rentre dans un problème métabolique, c'est-à-dire que nos centrales énergétiques au niveau de nos cellules, ce qu'on appelle les mitochondries, donc ce sont grandes centrales énergétiques, elles perdent en capacité de fonctionnement. Donc forcément, si vous avez une centrale énergétique dans une ville qui fonctionne à 50%, vous aurez potentiellement des faiblesses d'alimentation à certains endroits. Pour notre corps, c'est la même chose. On va avoir cette faiblesse d'alimentation qui fait que les cellules ne pourront plus utiliser correctement le sucre correctement. Ça va s'accumuler. Derrière, on en fera rentrer beaucoup moins dans les cellules puisqu'elles sont déjà gorgées finalement de glucides. Et on va rentrer petit à petit dans une altération liée à l'insuline puisque le corps va essayer de forcer les choses, mais la communication soit devient défaillante, soit c'est simplement la cellule qui dit non, je suis pleine et donc je ne vais pas pouvoir en accepter plus. Donc en gros, ce n'est pas quelque chose de très compliqué finalement, si on regarde les choses en termes de mécanique, on va dire ça comme ça, mais c'est un problème qui est très répandu parce que cet affaiblissement
comme il est permanent, il n'y a pas de temps de repos, si vous voulez, il n'y a pas de récupération réelle, eh ben, il s'aggrave et il s'aggrave encore. Vous avez parlé du diabète de type 1. Est-ce que vous pouvez nous faire la distinction entre type 1, type 2, type 3? Alors, le diabète de type 1, c'est le diabète qu'on appelle la maladie auto-immune ou le diabète juvénile, diabète maigre, parce que c'est un diabète qui se développe plutôt chez les personnes jeunes et sans prise de poids particulièrement. Oui. Donc, c'est un diabète qui est vraiment lié au système immunitaire. Il y a une atteinte sur le pancréas, sur une partie du pancréas, les cellules qui vont produire de l'insuline. Et derrière, on va avoir un contexte où, sans insuline suffisante, on ne pourra plus faire entrer le sucre dans les cellules. Donc là, on a une maladie auto-immune qui nécessite l'utilisation d'insuline en thérapeutique. Le diabète de type 2, c'est de loin le plus répandu, puisque c'est, on va dire, 90% des formes de diabète, on va dire, plus ou moins recensées. Et ce diabète de type 2, c'est le diabète qu'on appelle plutôt le diabète gras. Donc, c'est un diabète qui se développe avec la prise de poids, généralement, puisqu'avec cette prise de poids, le corps a de moins en moins de capacité à répondre favorablement à l'insuline. Donc, on a toujours ce problème métabolique à la base, mais on a avec cela une faiblesse de communication qui s'installe. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est un terme qui est assez connu par rapport au diabète. Et ce phénomène-là de résistance à l'insuline fait que même s'il y a de l'insuline qui est encore produite en quantité suffisante, la communication, l'information passe de moins en moins bien au niveau de la cellule. Oui. Et donc, ce diabète-là, si on continue d'évoluer vers l'affaiblissement du corps, ben on va vers un affaiblissement du pancréas, c'est-à-dire qu'il va être dans une incapacité de produire suffisamment d'insuline. Mais ce développement-là, contrairement au diabète de type 1, ce développement-là, c'est très long. C'est 10, 20, 25 ans parfois, puisqu'une fois que c'est diagnostiqué, il y avait en antériorité parfois déjà 10 ans d'altération de la capacité de fonctionnement au niveau métabolique. Alors que le diabète de type 1, c'est beaucoup plus rapide. Quand il y a l'atteinte immunitaire, forcément, ça va se faire en quelques semaines ou quelques mois. Donc, ce n'est pas du tout le même principe entre les deux. Et après, vous évoquiez en effet un diabète qui est très peu connu, le diabète de type 3, le plus connu sous le terme de maladie d'Alzheimer. Alors là, on va se dire quel lien avec le diabète, mis à part que le diabète favorise la maladie d'Alzheimer comme de nombreuses maladies qui sont favorisées par le diabète, c'est qu'on se retrouve au niveau du cerveau avec des composantes qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on retrouve une altération du métabolisme des cellules au niveau du cerveau et on retrouve un phénomène de résistance à l'insuline. Donc finalement, on appelle ça diabète de type 3 parce qu'on a les mêmes composantes que pour le diabète. Et au final, il y a de nombreuses maladies qui résultent d'un problème métabolique. Donc il y a beaucoup de maladies au niveau du système nerveux, comme la maladie de Parkinson, comme des maladies genre troubles de l'attention, par exemple, des maladies de ce genre, qui sont liées aussi à des perturbations métaboliques. Et puis l'une des maladies les plus problématiques et les plus redoutées, c'est le cancer, également, qui ne concerne pas strictement le cerveau, mais qui peut concerner un peu tout type de tissu, qui peut également être lié à cette altération métabolique. Donc finalement, sans nommer strictement diabète de nombreuses maladies, on retrouve un terrain qui peut être plus ou moins orienté sur l'altération du métabolisme ou lié à l'insuline, c'est-à-dire lié à ce côté hormonal. Vous insistez très souvent, et notamment dans la formation, on va en parler tout à l'heure, sur le lien entre l'intestin et le diabète. Pourquoi finalement l'intestin joue-t-il un rôle clé ? Alors, l'intestin joue un rôle clé, on va dire, à deux niveaux. L'intestin en tant que tel, en tant qu'organe, parce que c'est lui qui va conditionner ce qui rentre dans le corps et derrière va conditionner ce qui va se passer pour notre organisme dans son ensemble. Et le premier organe qui va jouer le rôle de filtre, c'est le foie. Parce que le foie va gérer les glucides. Si ça arrive trop vite, ça va saturer plus rapidement le foie. S'il y a trop de toxines qui arrivent par le biais de l'intestin, on va aussi demander beaucoup plus de travail au foie. Et quand le foie s'affaiblit, forcément, on a plus de mal avec le diabète. Donc ça, c'est une première chose, c'est que l'intestin joue un rôle central qui va être lié à cette absorption et qui est un lieu de digestion également majeur de notre corps. Et la deuxième chose, c'est que dans l'intestin, il y a une sorte d'organe dans l'organe avec ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Donc ce microbiote intestinal est représenté par tout un ensemble de bactéries, de virus, de champignons, etc. Donc tout un ensemble de micro-organismes, des milliards et des milliards. Il y a au moins autant, voire plus de cellules, on va dire microbiennes dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Ça donne une idée de cette ampleur finalement microbienne. Et ce qui est très important, c'est que ces microbes,
ces micro-organismes vont réguler de nombreuses fonctions dans notre corps. Ils peuvent réguler notre état immunitaire. Si on a un état intestinal correct, on va normaliser les réactions immunitaires, donc on va avoir des réactions immunitaires plus efficaces. Si on a un intestin dans un bon état, on va canaliser l'inflammation, puisqu'on a un état anti-inflammatoire qui se crée, si on veut, quand le microbiote est correct. On va réguler le métabolisme. On régule notre état aussi au niveau des neurotransmetteurs et tout un tas d'autres choses. Ça veut dire que ça régule nos comportements alimentaires avec les neurotransmetteurs. Ça régule nos réponses immunitaires. Si ça commence à être déséquilibré, on peut plus facilement avoir des réponses immunitaires exacerbées, comme les maladies auto-immunes, par exemple. On peut également avoir plus d'inflammation. Et le problème avec les maladies chroniques, c'est qu'elles se développent sur le lit de l'inflammation chronique. Et le métabolisme, on en revient sur ce que j'ai exposé tout à l'heure avec la problématique cellulaire. Donc, on voit que notre intestin, finalement, joue un énorme rôle, que ce soit en termes de digestion, d'absorption, avec ce qui va se passer sur le foie, et d'équilibre biologique au sens large par rapport à toutes ces fonctions régulées. Un intestin en bon état, c'est quoi? Un intestin en bon état, c'est un intestin qui n'est pas irrité, qui n'est pas soumis à trop d'agression. Donc, ça veut dire que l'intestin, normalement, c'est un tube qui a une étanchéité partielle, c'est-à-dire qu'il va laisser passer certaines substances nutritives pour notre corps, certaines toxines aussi qui sont de petite taille, mais les gros éléments, les grosses molécules seront bloquées. Donc, c'est un mécanisme de protection qui va également nous protéger justement de ces micro-organismes qui sont dans l'intestin pour éviter qu'ils ne rentrent dans notre corps. Donc ça, c'est la première chose. Un intestin en bon état, il est suffisamment étanche pour éviter le passage de ces substances indésirables. Ensuite, un intestin en bon état, c'est un intestin qui n'est pas trop agressé, parce que l'agression sollicite réparation. Et quand la réparation ne peut plus se faire, on rentre dans l'inflammation. L'inflammation qui est parfois imperceptible, mais parfois qui est réellement visible, sensible, avec par exemple ce qu'on appelle l'intestin irritable, qui en fait est un intestin qui est irrité, qui est surréactif. Et donc là, on commence à rentrer dans un état de fragilité. Et puis la troisième chose importante sur l'état de l'intestin, c'est le microbiote. C'est le microbiote sain, c'est un microbiote qui nous permet de réguler nos différentes fonctions. Donc, au même titre qu'on pourrait faire une analyse de sang, par exemple, le microbiote, on sait que si on fait une analyse, on a des fourchettes, on a des zones dans lesquelles tel type de bactérie doit se trouver. Tel type de bactérie doit se trouver parce qu'on a des grands profils microbiens. Puis après, il y a des profils qui sont spécifiques, avec certaines bactéries spécifiques, mais on a des grands profils. Et ces grands profils permettent de savoir que si telle bactérie, elle est trop présente, même si elle est bénéfique, elle peut avoir des effets négatifs parce qu'elle va prendre la place d'autres bactéries. Et donc, il y a forcément des classes bactériennes qui vont commencer à être moins présentes. Et à ce moment-là, on va perdre au niveau de certaines fonctionnalités. Donc, il faut relativiser. Il n'y a pas à chaque fois une bactérie pour une fonction. Il y a plusieurs bactéries qui vont réguler l'inflammation, plusieurs bactéries qui vont réguler l'immunité, etc. Mais si ça s'affaiblit trop, forcément, on va rentrer dans un état de déséquilibre où l'inflammation ne sera plus régulée suffisamment par ces bactéries. À ce moment-là, ça va commencer à s'emballer. Et c'est ça, finalement, qui crée un état pathogène ou, à l'inverse, qui crée un état protecteur. Un microbiote aussi en bonne santé, en quelques mots, comment est-ce qu'on sait si notre microbiote fonctionne bien? Alors, si ça fonctionne bien, normalement, on digère correctement. C'est-à-dire que même si on a des repas qui sont un peu lourds, un peu problématiques, on va avoir quelques petits inconforts, parce qu'on peut sentir que le repas est lourd, on peut avoir quelques gaz, mais ça se passe bien. Si, par exemple, le microbiote est plus déséquilibré, on va manger, puis on va commencer à être dans les ballonnements. Mais pas juste quelques gaz, c'est vraiment le ventre qui gonfle et qui gonfle régulièrement. Donc là, ça va nous montrer déjà qu'il y a un déséquilibre qui s'installe, parce qu'on surréagit. On transforme excessivement les matières en cours de digestion. Et à ce moment-là, on voit que l'équilibre microbien commence à être rompu. Et puis après, on a des situations extrêmes où on peut voir que c'est très problématique parce qu'on consomme des aliments même seuls, des aliments qui sont sains, et le corps va surréagir avec des réactions de ballonnement, mais ça peut même être des réactions inflammatoires, des douleurs, des maux de tête, un brouillard cérébral et tout un tas de choses. Donc, quand on commence à avoir des manifestations sur le tube digestif, d'une manière générale, qui commencent à être problématiques, il y a souvent un lien avec l'état du microbiote qui ne joue plus son rôle d'amortisseur. D'accord. Donc là, nécessité d'aller consulter. Voilà, c'est pour ça que je posais cette question, parce que au moins là, on est dans le concret. Ok, quand je fais un bon repas, c'est ce que c'est. Bon, c'est normal, je me sens un petit peu lourde, mais s'il y a trop de ballonnement, si je me sens mal, si j'ai mal à la tête, c'est tout ce que vous disiez. Là,
Mais c'est-à-dire que voilà, là, on n'est même plus forcément en train de parler d'un gros repas parce que limite, on fait un gros repas, on mange bien, on boit, on prend un dessert, on mange trop. Et derrière, pendant 24 heures, 48 heures, on est un peu mal, on a le ventre qui tiraille, qui se gonfle un peu. Après, tout rentre dans l'ordre, c'est pas grave en soi parce que c'est ponctuel. Ce qui devient problématique, c'est la récurrence. C'est la répétition où on se retrouve dans l'alimentation du quotidien, soit parce que les repas sont trop lourds au quotidien, trop difficiles à digérer, soit parce que le microbiote a trop bougé et hyper réactif. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est cette répétition qui pose problème parce qu'elle est là en permanence. Ouais. Quand c'est une fois exceptionnellement, parce qu'il y a un coup de stress, on a trop mangé trop vite, ça reste quelque chose de ponctuel qui n'est pas grave en soi. Ouais. Raphaël, je voudrais qu'on revienne bien sûr sur le diabète, mais je trouvais ça intéressant quand même parce que bien sûr que c'est un webinaire sur le diabète, mais je trouve que c'est aussi intéressant d'aller voir un petit peu une petite porte de côté pour améliorer toujours notre santé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le diabète est inévitable et qui est dû à la génétique. Alors vous nous avez parlé de vos grands-parents, donc on a déjà une pseudo-réponse, mais pourquoi finalement c'est essentiel de comprendre la véritable cause des maladies? Alors c'est comprendre la véritable cause dans le sens où on va pouvoir agir dessus. Parce que quand on se dit c'est génétique, c'est héréditaire, on est dans la dynamique, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Même si je change un peu les choses, je n'aurai pas d'action suffisamment forte. Et quand on comprend en fait la cause plus profonde, on comprend qu'on a une action qui est réelle et qui est potentiellement majeure. C'est-à-dire que si on est dans des états qui sont très affaiblis, bien sûr, c'est compliqué. La personne qui a 80 ans, qui est en état de diabète, qui est dénutrie, et qui est très affaibli d'une manière générale, c'est beaucoup plus compliqué d'agir dessus. Par contre, toutes les personnes diabétiques n'ont pas 80 ans. Donc, on peut avoir un levier d'action relativement intéressant pour beaucoup de situations de diabète. Et donc, comprendre la cause, c'est se dire, je vais pouvoir agir dessus. Alors, moi, j'aime bien dire que quand on parle d'hérédité, il y a l'hérédité génétique. Donc là, c'est notre patrimoine génétique avec nos forces et nos faiblesses. Et puis, il y a l'hérédité hors de la génétique, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a transmis, c'est-à-dire notre mode de vie, notre manière de nous alimenter, les habitudes, pour tout un tas de choses. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons agir. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'avec notre mode de vie actuel, c'est que généralement, de génération en génération, on garde souvent un certain nombre de choses de nos parents, que nos parents nous ont transmis comme habitude, et c'est normal, c'est rassurant, c'est ce côté-là, mais on va rajouter souvent des choses qui sont plus lourdes, parce qu'elles sont liées à l'évolution de notre environnement. Donc, je parlais du stress, je parlais des champs électromagnétiques ou de tout un tas de choses. Et de cette manière-là, forcément, on évolue avec une aggravation, c'est-à-dire qu'on va avoir la maladie qui va se déclencher plus rapidement, plus tôt. Et c'est dans ce sens où c'est assez intéressant de s'intéresser aux causes, parce qu'en s'intéressant aux causes, on comprend que finalement, on peut changer les choses, de la même manière que ça se détériore parfois de génération en génération, ce qui est le cas en tout cas ces dernières décennies. On peut aussi faire une vraie rupture et changer le terrain. Et c'est ce qu'on voit des fois chez des jumeaux, où on a le même patrimoine génétique, il y en a un qui prend une orientation, l'autre qui prend une orientation totalement différente, et nous avons des résultats qui sont très différents. Donc, pour parler de causes de manière très simple, il y a la nutrition. Vous voyez des personnes âgées dénutries. Quand on est dénutri, on fonctionne moins bien. Donc, forcément, le métabolisme va se ralentir, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Ensuite, c'est le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est tout ce qu'on appelle les radicaux libres, c'est-à-dire des molécules qui vont agresser les tissus. Donc, en gros, ce sont des molécules réactives, souvent liées à l'oxygène, qui vont venir interférer avec un tissu. Donc, ça peut être les tissus gras, par exemple, sur les cellules, mais ça peut être des protéines, entre autres. Et cette interaction va modifier la structure du tissu, va modifier la structure de la molécule. Et si rien ne l'arrête, ça va se propager de proche en proche. Et ce qui permet d'arrêter ce stress oxydant, ce sont les antioxydants. Et donc là, on voit bien la problématique, c'est qu'avec l'âge, avec le surmenage, on se retrouve dans ce déséquilibre-là qui s'installe. Et forcément, on a des altérations de plus en plus grandes qui prennent place. Donc, ça peut perturber la communication, ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau des cellules, mais ça peut perturber aussi le métabolisme. S'il y a trop de stress oxydant, les mitochondries, pour éviter de mourir, elles vont ralentir l'activité. Donc, on voit ici qu'il y a encore des choses qui sont intéressantes à faire sur le terrain. Après, j'ai parlé du foie tout à l'heure. Le foie, c'est notre filtre principal, mais ce n'est pas le seul organe qui permet de nettoyer le corps, d'éliminer les toxines. Nous en avons d'autres, et le problème, c'est que si nous avons trop de surmenage, pas assez de récupération, on a un déséquilibre.
Notre corps doit rester en équilibre entre activité-repos, c'est-à-dire tout ce qui le surcharge, et ensuite la décharge, la phase de récupération. Ben, on comprend bien que si on est trop en surcharge, ça va s'accumuler. Donc, dans un premier temps, le corps va de temps en temps nous mettre en phase de maladie, d'état un petit peu où on n'est pas trac, on n'est pas bien pour essayer de récupérer. Mais quand il ne peut plus le faire parce qu'il n'a plus assez de force pour faire cela, ben, ça va s'accumuler. Ce qui fait qu'on prend du poids, on fait de la rétention d'eau, on a tout un tas de manifestations qui apparaissent avec ces accumulations. Alors justement, les accumulations, j'aimerais qu'on revienne sur les mécanismes d'apparition du diabète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment finalement le diabète vient à nous? Eh ben, le diabète vient à nous à cause de ces facteurs justement qu'on a évoqués, c'est-à-dire qu'au niveau par exemple du mécanisme lié à l'altération du métabolisme, on va avoir trop de stress oxydant, on va avoir une dénutrition qui ne permet plus d'avoir assez de nutriments pour faire fonctionner cette centrale énergétique, donc elle va fonctionner au ralenti. Derrière, on accumule trop le sucre dans les cellules, la cellule ne peut plus fonctionner et elle ne peut plus fonctionner. En tout cas, elle ne peut plus exploiter assez vite les glucides, donc ils s'accumulent dans la cellule et elle s'engorge, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus recevoir ce qui arrive de l'extérieur. Et donc, on a après ce phénomène d'altération au niveau de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, qui à ce stade-là n'en est pas obligatoirement une au sens strict du terme, parce que la communication se fait efficacement, mais c'est que la cellule refuse de faire entrer le sucre dans la cellule. Et puis, bien sûr, si ça continue de s'affaiblir, c'est le pancréas qui est atteint. Donc ça, c'est un des profils du diabète de type 2. L'autre profil, c'est une atteinte au niveau de la cellule, de cette communication cellulaire, qui peut être liée à la problématique du stress oxydant, qui peut être également liée à des déséquilibres au niveau de l'état de la membrane cellulaire. Donc, pour faire simple, la membrane de la cellule, elle est composée de graisse. Si cette composition est trop altérée, on va perdre en fluidité, on va dire. Donc, la communication va être plus dure, plus résistante. Et donc, à l'image, j'aime bien prendre cette image parce que c'est très parlant. Vous imaginez que l'insuline est une clé, que le récepteur, c'est une serrure. Si la serrure est grippée, vous allez devoir forcer pour faire tourner la clé dans la serrure. Et bien, il faut imaginer que le phénomène de résistance à l'insuline lié à l'altération de la membrane de la cellule, c'est le même principe. On va avoir plus de difficultés à faire tourner la clé dans la serrure. Donc, ça demande plus d'efforts. Ça va demander derrière de faire forcer le pancréas pour faire plus d'insuline. Et donc, on évolue aussi vers le même phénomène. Affaiblissement à terme du pancréas. Donc ça, ce sont les deux mécanismes que l'on va avoir sur cette situation. Donc, souvent, on a une problématique, on va dire, métabolique. Et après, cette problématique métabolique, elle se répercute sur la possibilité de faire entrer le sucre dans la cellule. Et si c'est juste une problématique cellulaire au niveau de la membrane, on aura le même problème, c'est faire entrer le sucre dans la cellule. Et donc, à ce moment-là, il y a de plus en plus d'inertie. Donc, on a la glycémie qui grimpe et qui reste haute plus longtemps. Donc, ça, c'est pour le diabète de type 2. Oui. Le diabète de type 1, comme évoqué, c'est une maladie auto-immune. On est sur un mécanisme très différent. C'est le système immunitaire qui décide de se diriger vers nos propres tissus. Alors ça, c'est assez particulier parce que normalement, le système immunitaire, il est là pour nous défendre, pour nous protéger d'agressions extérieures. Et là, d'un seul coup, il se dirige vers nos propres tissus. Pourquoi est-ce qu'il se dirige vers nos propres tissus? Puisqu'on cherche la cause. Et là, c'est toujours de se dire, qu'est-ce qui fait que nos propres tissus sont considérés comme un intrus d'un seul coup? Et donc, cette considération, elle peut nous ramener à la problématique de toxines ou d'agression par rapport à ce qui se passe au niveau de l'intestin. Ou éventuellement, parce que ça, c'est un facteur qui est très peu évoqué, c'est l'état émotionnel. Parce que l'état émotionnel, quand on a des traumatismes, des choses fortes sur le plan émotionnel, on peut avoir des manifestations qui sont d'ordre immunitaire. Donc, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, nous pouvons avoir des manifestations qui sont liées à notre état émotionnel. Donc, dans le diabète de type 2, c'est juste la glycémie qui va monter plus, mais sans avoir une altération sur le pancréas. Le diabète de type 1, c'est le système immunitaire qui va se charger de bloquer la capacité du pancréas à produire de l'insuline, donc en détruisant les cellules productrices. Ça fait plus de 20 ans que vous accompagnez et que vous suivez des personnes qui sont atteintes du diabète. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution et qu'il y a de plus en plus de personnes diabétiques ou pas? Alors oui, il y a de plus en plus de personnes diabétiques. Les personnes diabétiques, souvent, sont dépistées par hasard. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, on va dire, c'est pas, comme je le disais, une douleur ou une manifestation majeure, c'est une prise de sang de routine qui montre qu'à un moment donné, la glycémie est trop haute. Et on voit en effet ce phénomène-là où il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées
Pas strictement parce qu'il y a le vieillissement de la population, comme on l'annonce souvent, mais c'est qu'il y a un problème avec de plus en plus de surpoids, d'obésité. Et que ça, c'est un des phénomènes majeurs qui mènent à la résistance à l'insuline. C'est pour ça que la problématique du poids est très importante à ce niveau-là. Mais après, en effet, notre contexte de vie nous amène à avoir de plus en plus de personnes qui se retrouvent en état de diabète et surtout de plus en plus jeunes. Et ça, c'est la chose la plus problématique. Ouais. Quand est-ce qu'on doit s'alerter, en fait? J'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, on va donner quand même des exemples concrets. Quand est-ce que si une personne se sent, elle a une suspicion, en tout cas elle-même, bien sûr, elle va aller consulter, mais qu'est-ce que vous pourriez lui indiquer comme conseil? La première chose qui pourrait être intéressante, entre guillemets, pour s'alerter, se dire peut-être que j'ai une problématique déjà au niveau de la glycémie, c'est quand on commence à prendre du poids facilement, rapidement, c'est-à-dire de manière assez anormale. On prend du poids, on peut prendre un peu de poids en fonction des années, on peut prendre du poids parce qu'on est trop stressé, etc. Mais normalement, après, ça se régule, ça se normalise, on doit rester assez stable. Si on commence à prendre du poids anormalement, surtout au niveau du ventre, c'est un signe qu'il y a peut-être déjà un problème au niveau de l'insuline, ou un problème en tout cas au niveau métabolique. Et comme l'insuline va conditionner le stockage, on a un lien direct qui est visible, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes au sens strict, invalidants, douloureux, comme ça, mais on a déjà un marqueur intéressant à observer à ce niveau-là, juste avec la prise de poids. Ok. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle, bien sûr, indéniable de l'alimentation. Vous insistez notamment dans vos expériences, dans vos études et aussi dans la formation sur l'importance des associations alimentaires. Alors, les associations alimentaires, j'en parle beaucoup, c'est une des choses sur lesquelles je travaille en premier chez beaucoup de personnes, tout simplement parce que c'est un moyen simple de soulager le système digestif. Et comme on l'a vu, l'intestin est très important. Et si on soulage le système digestif, qu'on digère mieux, on va soulager l'intestin. Donc forcément, on va arrêter d'alimenter le déséquilibre du microbiote. En tout cas, on va arrêter de l'alimenter de la même manière. On va réduire cette surcharge. Donc le microbiote va pouvoir commencer à souffler un peu et se rééquilibrer naturellement. Ça, c'est la première chose pour moi qui est importante. La deuxième, c'est qu'on va dépenser moins d'énergie. Oui. On a une digestion qui est plus facile à réaliser, on dépensera moins d'énergie. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on dépensera moins d'énergie, mais on digérera plus efficacement globalement. Donc, ça veut dire qu'on dépense, on fait moins d'efforts et on absorbera plus facilement les nutriments. Donc, le but, c'est de jouer sur tous ces tableaux, le tableau de l'intestin, le tableau de l'énergie dépensée, puisque, encore une fois, c'est toujours cet équilibre activité-repos. Donc là, on fait des économies, on permet au corps de trouver un meilleur équilibre plus facilement. Et comme on nourrit mieux l'organisme, on aura une meilleure capacité de fonctionnement par rapport à tout ce qui est nutritionnel. Alors concrètement, si je devais prendre un petit déjeuner, un dîner, comment est-ce que on peut aider à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises associations? Alors, comment est-ce qu'on peut aider pour envisager les choses de manière très pratique? C'est de se dire, ça doit être basé sur une forme de simplicité. C'est-à-dire que plus il y a d'aliments différents en même temps, plus c'est compliqué. Ça, c'est une base globale. Après, c'est de se dire que plus on a des aliments qui sont concentrés, qui vont donc demander un effort digestif important, plus on a d'informations de ce type concentré, plus ça va être difficile. Donc, on comprend bien que si on a 3-4 légumes différents en même temps dans une assiette, dans une salade, il y a peu de concentration de nutriments, donc il y a peu d'efforts à faire sur la digestion. Si on commence à avoir des pâtes, plus de la viande, plus ensuite du pain, du fromage et un dessert, là, on voit qu'on a plein d'informations concentrées, ça va demander un gros effort pour notre corps. Donc, le but, c'est d'épurer, en fait, épurer tout ça. Donc, ça peut être, si on veut faire un petit déjeuner, par exemple, glucidique, ça peut être de dire on prend du pain et du beurre. Ça peut être de dire on prend des fruits, que des fruits, ou on prend des fruits et un yaourt, par exemple. Ensemble. Des choses simples. Oui. Voilà. Okay. Fruits plus yaourt, ensemble, ça peut fonctionner. Par contre, si vous prenez un jus de fruits et du pain et de la confiture, ça va être très compliqué sur la digestion, ça va se perturber. Donc, on peut rester sur des choses comme ça, assez simples. Ça peut être de faire un repas qui peut être le midi avec des légumes et un féculent ou une protéine. Donc, ça peut être des légumes et du riz, par exemple, ou des légumes et de la viande. On était parti sur de la viande, on peut partir sur de la viande de cette manière-là. Et si possible, éviter les desserts. Parce que ça, les desserts, c'est très sournois, c'est quelque chose qui est très récent dans notre alimentation. Avant, il n'y en avait pas. Et les desserts, ça alourdit considérablement la digestion. Donc ça, c'est un autre moyen de soulager. Et puis, bien sûr, le repas du soir, on peut faire l'inverse.
Et si on veut vraiment avoir des repas un peu plus riches, parce que certaines personnes ont des fois un petit peu de mal, c'est de se dire, on peut mettre féculents plus protéines, c'est-à-dire mettre du riz avec du poisson, ou de la pomme de terre avec du poisson et des légumes, parce qu'on essaie toujours de garder cette base de légumes. C'est une question après de capacité à digérer. C'est-à-dire que si vous avez une bonne énergie, que ça se passe bien, vous arriverez à supporter ce repas. Si par contre vous manquez d'énergie, ça va commencer à coincer. Donc après, ça va se jouer sur la fréquence de consommation ou sur les quantités. On comprend bien que si on fait une grosse portion de riz, une grosse portion de poisson, c'est plus lourd à digérer que si on a une portion de poisson, un tout petit peu de riz et pas mal de légumes. Donc on va jouer après sur ces notions en termes d'organisation pour que ça puisse fonctionner sur le repas et puis sur l'ensemble de la journée pour garder quelque chose de cohérent qui nous permet d'enchaîner les repas en ayant la capacité à les supporter, les cycles digestifs successifs. Concrètement, ça veut dire quoi ce que vous venez de nous dire? Ça veut dire que si on mange du pain le matin, des pâtes le midi, du riz le soir, ça va être assez lourd pour le corps à gérer parce qu'il y a un gros travail digestif sur chacun. Et au niveau du diabète, pour rentrer plus spécifiquement sur le diabète, au niveau de la gestion des glucides, il y a une répétition qui n'est pas évidente à gérer. Et donc, quand on est déjà dans un état d'affaiblissement, ça peut être problématique. Quelqu'un qui ferait du sport le matin et l'après-midi, il y a beaucoup moins de problèmes parce qu'on va utiliser ces glucides. Mais quelqu'un qui est déjà dans une situation d'affaiblissement métabolique ou de gestion des glucides, ça va poser beaucoup plus de problèmes. Ouais, c'est très clair en tout cas. Pour les repas, moi j'aime bien avoir tout de suite on repart avec un outil très concret. Hein. On parle du sel souvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le sel peut poser comme problème dans le cadre bien sûr du diabète? Alors le sel peut poser plusieurs problèmes au niveau du diabète. Le premier, on va souvent parler de choses assez classiques, l'hypertension artérielle et éventuellement problème au niveau des reins. Alors ça, c'est très important pour les diabétiques de type 2 parce que l'hypertension artérielle est souvent présente dans ce genre de diabète et l'une des complications majeures du diabète de type 2, c'est l'affaiblissement rénal. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire qu'en consommant du sel, on va maintenir une pression importante sur ces deux axes-là et donc accélérer l'affaiblissement, si on veut, de l'organisme à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire arrêter de consommer du sel totalement, mais ça veut dire être raisonnable sur sa consommation. Voilà, c'est vraiment ça. Pour le diabète de type 1, on peut aussi avoir cette problématique-là, mais qui n'est pas liée directement au diabète de type 1 quand la maladie est détectée, parce que ça se détecte chez les jeunes personnes le plus souvent. Donc la problématique de tension artérielle ou rénale n'est pas présente. Par contre, en vieillissant, ça peut arriver. Donc ça fait plus partie des complications pour faire de la prévention. Et la problématique plus importante au niveau du diabète de type 1, c'est la problématique immunitaire. On pourrait imaginer le sel comme d'une certaine manière un vaccin. Alors, je dis un vaccin, c'est vraiment pour que ce soit parlant pour les gens, parce que bien évidemment, ce n'est pas un vaccin, mais on peut imaginer ça parce que ça va avoir effet sur le système immunitaire comme avec le papilles gustatives. Quand on met du sel dans l'alimentation, on va ressentir le goût salé, mais on va ressentir aussi plus fortement le goût des autres aliments. Le sel a un effet exhausteur de goût, ça va stimuler le système nerveux et donc au niveau des goûts et des saveurs, on va les percevoir plus favorablement. Au niveau du système immunitaire, on va avoir cette amplification aussi qui va pouvoir se faire. Et cette amplification, si elle est associée à un problème au niveau immunitaire, à des réponses immunitaires excessives, en amplifiant tout cela, ça peut déclencher une réaction immunitaire démesurée, comme une maladie auto-immune. Donc ça, c'est quelque chose qui est important avec le sel parce qu'aujourd'hui, on en consomme beaucoup et surtout, on consomme du sel surtout dans des aliments qui sont, où le sel est déjà ajouté. On va dire c'est du sel caché. Donc, avec des aliments qui sont compliqués à digérer, comme le pain, comme le fromage, et encore pire, bien sûr, comme les produits transformés ou les plats, on va dire, de type restauration rapide, où là, on est sur des choses qui sont lourdes à digérer, donc qui sont déjà favorables à ces réactions immunitaires pour défendre notre corps de tout ce qui peut arriver à l'intérieur. Vous avez parlé tout à l'heure, bien sûr, des émotions et du stress. Je voudrais qu'on s'arrête un instant quand même là-dessus. On le sait, hein, on le dit, on le lit partout et on le ressent bien évidemment que le stress affecte bien sûr notre santé. Le lien, il est direct avec le diabète, on est d'accord, mais comme toutes les maladies, est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs? Alors oui, on peut dire ça, c'est-à-dire que le stress en tant que tel, c'est un amplificateur. Le stress va exacerber les maladies, va favoriser l'inflammation, puisque lorsque le stress est chronique, on va avoir une amplification. Donc, en cas de stress aigu, c'est pas très grave, on se sent un peu moins bien, mais ça passe. Oui. Mais quand on a la chronicité, en effet, ça va exacerber tout un tas de pathologies. Donc, les personnes qui sont sensibles et qui sont dans des problèmes d'inflammation,
Si on rentre en épisode beaucoup plus stressant pendant plusieurs semaines, ces personnes-là vont sentir que l'inflammation va être beaucoup plus problématique. Donc, on va voir tout un tas de choses qui vont découler du stress. Au niveau des minéraux, il y a des pertes de minéraux, il y a l'hypertension, il y a les surcharges sur les reins, il y a de l'inflammation, il y a tout un tas de mécanismes. Et c'est pour cette raison que le stress, finalement, va impacter l'organisme dans son ensemble et exacerber tout un tas de pathologies. Ça, c'est tout à fait normal. Avec le diabète, ça va être une exacerbation sur la capacité du corps à réguler la glycémie. Ça favorise un phénomène de résistance à l'insuline. Tout simplement parce que le stress a pour but de nous permettre de nous défendre. Donc, c'est un peu comme le système immunitaire tout à l'heure, c'est un mécanisme protecteur, mais qui n'a pas pour vocation d'être en défense majeure tout le temps. Et quand on est en défense majeure tout le temps, comme il faut alimenter les tissus en glucides, il faut favoriser la libération d'insuline quand même pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Et cette problématique-là, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une résistance qui va se créer, comme avec tout un tas de médicaments, de drogues, d'alcool, tout un tas de choses finalement, où quand on en prend au début, c'est très efficace, et puis petit à petit, il y a une forme de résistance qui se crée. Là, c'est le même mécanisme, il y a une forme de résistance. Donc, le stress va favoriser cela. Donc ça, c'est pour le stress en tant que tel. Mais après, si on parle des émotions, c'est encore autre chose. Parce que les émotions, on va être sur quelque chose de beaucoup plus ciblé. Ce n'est plus généraliste à l'échelle du corps. Quelque chose d'émotionnellement intense peut déclencher une réaction très précise de notre organisme. Tout simplement, c'est notre cerveau qui va décider quoi faire en fonction de ce que l'on ressent, qu'il perçoit comme une agression majeure. Et comme il s'agit d'une agression majeure vis-à-vis de laquelle on n'a pas de solution, on ne sait pas quoi faire, c'est notre cerveau qui va déclencher quelque chose. Donc, il y a une phrase qui exprime très bien tout ça, c'est « ce que l'on n'exprime pas s'imprime dans notre corps ». Donc, ça reflète bien cette dynamique-là, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à exprimer quelque chose qui nous traumatise, qui nous affecte en profondeur, et en fait, notre corps va l'imprimer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réaction somatique qui va se mettre en place. Et donc, dans le cas du diabète, ça peut être une réaction ciblée sur le pancréas, dans le cas du diabète de type 1, ou sur l'exacerbation de la glycémie sans affecter strictement le pancréas. On va parler maintenant de notre équilibre et je pense que là, les personnes vont se sentir évidemment concernées. Quelles questions finalement est-ce qu'on doit se poser pour savoir où est-ce que nous en sommes au niveau de notre santé? Et là, on est sur un avenir sur le diabète, bien évidemment. Les questions, c'est une question, j'ai envie de dire, de bon sens. On s'observe. On a tous entendu l'adage « connais-toi toi-même », parce que cet adage-là, il est très important pour savoir dans quelle zone on peut fonctionner correctement, ce qu'on peut gérer, ce qu'on peut tolérer, ce qu'on est en capacité de faire, et puis les zones dans lesquelles on est en difficulté, ou en tout cas, ça peut nous mettre en difficulté. Et donc, c'est finalement cette observation-là qui va nous permettre de savoir si ce que l'on fait est cohérent. Donc, moi, dans la formation, je parle d'un certain nombre d'informations pour que chaque personne qui va suivre cette formation puisse savoir déjà quoi faire sur l'alimentation, vis-à-vis du stress, etc. Et ensuite, puisse faire le point sur son équilibre de vie et savoir où sont les forces et où sont les faiblesses. Donc, s'observer, c'est l'alimentation. Si on mange déjà relativement correctement par rapport à la problématique du diabète, ça ne sert à rien de s'acharner sur l'alimentation parce que le problème vient d'ailleurs. S'acharner va générer plus de stress, plus de pression, plus de culpabilité peut-être, etc. Donc, ça n'a pas un intérêt majeur. Donc, c'est des questions au niveau de l'alimentation très basiques, très simples, mais en même temps qui permet de faire finalement un check-up alimentaire. C'est ça, exactement. C'est de savoir le type d'aliments qu'on consomme, les mélanges alimentaires, de revenir sur des aliments bruts. Voilà, tout un tas de choses en termes d'organisation, même d'allègement alimentaire par rapport à ce que l'on fait. Et de cette façon-là, nous allons pouvoir déjà choisir s'il y a des choses à faire en plus, les identifier et donc faire le choix de dire je vais pouvoir améliorer tel et tel paramètre ou se dire là, sur ce que j'ai à faire, j'ai déjà fait 90% du boulot. À ce moment-là, est-ce qu'il est pertinent de faire les 10% restants ou alors d'aller sur un autre axe? Et moi, ce que j'aime bien faire dans mon travail, c'est la théorie ou la politique, on va dire, du 80-20. C'est on fait 20% d'efforts pour 80% de résultats. C'est-à-dire que si on cible correctement ce que l'on a à faire, on va avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Et à ce moment-là, on va avoir moins besoin de s'acharner, de se trouver dans quelque chose d'extrême et on aura quand même des résultats. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas s'impliquer, bien évidemment, mais le but, c'est d'essayer de le faire de manière cohérente.
Donc, on parle de l'alimentation, on parle du stress. Vous posez des questions aussi sur, bien sûr, le stress. Est-ce que vous êtes dans un stress envahissant ou finalement plus stable, plus modéré avec des pics, hein, ça, évidemment, ça arrive, mais est-ce que vous arrivez à vous remettre dans votre état zéro, hein, on est d'accord avec ça. C'est Okay. ça. Et ensuite, quoi d'autre comme style de question faut-il se poser? Comme style de question, c'est par rapport au stress, c'est comment j'arrive à le gérer. Est-ce que, en effet, c'est ponctuel et on revient à l'équilibre assez facilement? Est-ce qu'on a besoin de soutien? C'est-à-dire que quand il y a un épisode de stress, est-ce que ça nous affecte et après on met 2, 3, 4 mois pour récupérer au lieu de mettre quelques jours? Et à ce moment-là, en effet, il faudra peut-être un soutien pour amortir les effets du stress. Donc, de réfléchir à cette réponse de notre corps, de sensibilité personnelle que l'on a vis-à-vis du stress. L'activité physique, également, c'est un paramètre important. Est-ce que je bouge? Est-ce que je ne fais rien? Ça, c'est très important. Quelqu'un qui fait déjà de l'activité physique régulièrement n'aura pas de besoin majeur. Mais quelqu'un qui est très sédentaire va avoir besoin de se remettre en route. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes. Et puis, encore plus important, c'est que si on n'a rien fait depuis 10 ans ou 15 ans en activité physique, on ne va pas se remettre en route en 15 jours. On va y aller doucement parce qu'il y a un risque aussi pour le cœur. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se remettent à faire du sport comme ça et puis qui se font mal, on va dire, au cœur parce que c'est trop brutal. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir vraiment cette perception de dire où je me situe, qu'est-ce que je fais par rapport à mon quotidien. Ouais. Et vous notiez aussi sur la migraine, sur la santé de nos reins, sur les maux de tête fréquents ou pas, sur le brouillard cérébral. Vous avez parlé de ça, du brouillard cérébral. Donc, faire un petit aussi… C'est ça, un petit carnet de bord, avoir un petit carnet de bord aussi, en effet, pour voir comment ça se passe. C'est-à-dire que si on a des manifestations qui sont liées à la digestion ou à la prise alimentaire, c'est qu'en effet, il y a des choses à faire sur l'alimentation. Parce qu'à ce moment-là, on a des manifestations directes liées à ce qu'on mange. Soit parce qu'on mange trop, soit parce qu'on ne digère pas assez, soit parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte plus, parce que là aussi, c'est quand même important. Et à ce moment-là, bien sûr qu'il faut tenir une sorte de carnet de bord pour essayer d'identifier plus facilement les choses. Et ça, dans la formation que vous proposez, qui est une très, très jolie formation avec vraiment un contenu incroyable sur le diabète, mais plus généralement sur la santé, bien sûr, globale, vous commencez par ça. C'est ça. C'est que quand on se met vraiment dedans, dans le programme, on va dire, pour agir, la première étape du programme, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à où j'en suis. Parce que très souvent, on va regarder un livre, on va voir une formation, on va voir une vidéo sur Internet et on se dit « Ah bah tiens, je vais faire ça parce que c'est génial ». Le problème, c'est que c'est génial, c'est bien, ça fonctionne, mais est-ce que c'est adapté pour nous? Est-ce qu'on est dans le contexte où ça fonctionne? Par exemple, nous n'avons pas tous le même profil métabolique. Il y a des gens qui gèrent très bien les glucides et il y a des gens qui les gèrent très mal. Donc les gens qui les gèrent très mal, ils ont tout intérêt à réduire la présence de glucides dans leur alimentation. Ouais. Alors, vous êtes, Raphaël, à l'origine d'une formation qui s'appelle « Comprendre et prévenir le diabète », une approche intégrative pour votre santé. C'est bien au-delà, en fait, du diabète. Bien sûr, on traite du diabète, mais on traite de cette santé intégrative. Dedans, vous avez une centaine de vidéos, plus de 9 heures de formation. Qu'est-ce que vous avez voulu dire et surtout faire comprendre aux personnes qui vont aller dans cette formation? Alors, ce que je veux vraiment faire passer comme message, c'est le fait qu'on peut agir dessus, comprendre qu'on peut agir sur le diabète et sur sa santé en général, et surtout qu'on peut être un vrai acteur de sa santé. Et être un véritable acteur de sa santé, c'est pas juste regarder une formation, regarder un livre, ou regarder juste une vidéo sur Internet et se dire « Ah, ça c'est génial, je vais le faire ». En effet, ça peut être génial, ça peut être très efficace, mais est-ce que ça vous correspond? Est-ce que c'est adapté à votre situation? Et malheureusement, ces conseils qui peuvent être tout à fait pertinents, quand ce n'est pas adapté, des fois, ça peut nous mettre plus en difficulté qu'autre chose. Par exemple, avec le diabète, nous n'avons pas tous la même capacité métabolique, la même capacité à gérer les glucides. Il y a des gens qui les digèrent très bien et qui les traitent très efficacement, et d'autres personnes qui ont beaucoup plus de difficultés. Et dans ce sens, si une personne a des difficultés avec les glucides et qu'elle en consomme 3 fois par jour, elle va entretenir ces difficultés, même si elle mange correctement, avec un index glycémique correct, etc. Donc, c'est vraiment dans ce sens de se dire, je suis un individu unique, et donc, comment est-ce que je peux agir sur ma composante? Et donc, cette formation, tout au long de ces 9 à 10 heures de contenu, il y a presque 10 heures de contenu, on va avoir une présentation qui permet de mieux comprendre ce qu'est le diabète, réellement, de mieux comprendre que finalement, ce n'est pas un hasard. Cette maladie, on peut agir dessus, elle se développe pour certaines raisons. Et à partir du moment où on comprend les raisons, on peut agir dessus.
Ensuite, de comprendre les différents paramètres d'action sur lesquels nous pouvons moduler notre environnement de vie, notre hygiène de vie. De comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, donc d'essayer de les cibler. Et ensuite, dans cette dernière partie, d'avoir vraiment quelque chose de structuré pour avancer. C'est-à-dire que quand on a plein d'informations, c'est très bien, mais on ne sait plus quoi faire. On a trop de choses. D'ailleurs, en alimentation, une des choses que je reçois souvent comme critique par rapport à tout ce qu'on voit sur l'alimentation, c'est on voit tout et son contraire. Yeah. Voilà. Et ça, c'est très compliqué parce que qu'est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il faut manger cétogène? Est-ce qu'il faut manger avec des glucides? Est-ce qu'il faut manger beaucoup de protéines? On ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à mieux se connaître, à mieux comprendre ses besoins, là où on se situe. Et à partir de ce moment-là, d'avoir un programme structuré. Donc, c'est ce que je propose à la fin de la formation sur plusieurs étapes, que chaque étape n'est pas obligée d'être suivie à la lettre parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Donc, on ne va pas revenir en arrière. On prend le train là où c'est nécessaire. Mais l'idée de ces étapes, c'est de pouvoir évoluer progressivement à partir du stade, on va dire, standard le plus faible, le plus affaibli, le plus lourd pour l'organisme, et d'évoluer sur des choses qui vont déjà faire passer un premier cap, puis un deuxième cap, puis un troisième cap, et de pouvoir comme ça reconstruire, on va dire, un terrain beaucoup plus favorable, plus sain, et que chacun, en fait, puisse prendre les éléments dont il a besoin, finalement, au cours de ce programme, de ce parcours d'évolution. À qui ça s'adresse, cette formation, ce parcours? Alors, cette formation, elle s'adresse, on va dire, avant tout aux personnes qui sont concernées par la maladie, parce que c'est important qu'elles se sentent concernées pour être actrices. Donc, c'est vraiment ça. Et le but de cette formation, c'est d'être sur des choses qui sont simples, qui sont claires, pour que ce soit exploitable le plus facilement pour tout un chacun. Oui. Et après, bien sûr, cette formation, elle peut s'adresser aussi aux professionnels, c'est-à-dire que le diabète, c'est une maladie particulière. Les maladies métaboliques, d'une manière plus large, sont des problèmes qui sont très fréquents, mais aujourd'hui, peu de professionnels de santé, finalement, sont formés à cela. D'avoir des informations sur ce genre de choses permet aussi de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire de pouvoir proposer un accompagnement par rapport à sa spécialité, mais de pouvoir donner aussi peut-être des conseils qui vont être complémentaires pour que la personne puisse commencer à mettre en place certaines choses simples dans son quotidien. Et de cette manière-là, ça renforcera l'efficacité des traitements, ce qui sera intéressant pour la personne malade, et elle sera en plus contente parce qu'elle aura eu des conseils quand même qui auront été pertinents pour elle. Donc, c'est dans ce sens où je pense que c'est vraiment un gagnant-gagnant aussi pour les professionnels de santé qui ne sont pas toujours formés à ce genre de maladie. Pourquoi ça a été important pour vous de mettre tout ça en ligne finalement, de mettre toute cette formation en ligne? Alors, déjà, il y avait ce côté-là par rapport à ce que j'ai évoqué vis-à-vis de l'aspect familial avec mes grands-parents qui étaient concernés par ça. Et c'était de transmettre cette importance qu'on peut agir, on peut faire quelque chose. Quand j'explique dans Le diabète n'est pas une fatalité, cette transmission dans un livre, c'était déjà de formaliser un peu les choses pour justement les clarifier et puis proposer des choses concrètes à faire. Parce qu'on s'arrête toujours sur les mêmes choses finalement. On parle de la glycémie, on parle des glucides et c'est bien, mais finalement avec le diabète, il n'y a pas que les glucides, il n'y a pas que ça. Et c'est enfin d'appréhender cette notion intégrative, cette notion globale. C'est-à-dire qu'on a un individu et il y a tout un tas de choses qui gravitent autour et c'est de se recentrer sur l'individu pour avoir cette approche intégrative. Les gens repartent avec quoi? Ça a été quoi l'ADN finalement de cette formation? Vous avez envie qu'ils repartent avec quoi? J'ai envie qu'ils repartent avec la confiance que leur corps est capable de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il s'est affaibli, il s'est dégradé parce qu'il y a des conditions de vie qui ont amené à cette dégradation, à cette modification, et c'est de comprendre que leur corps a un potentiel exceptionnel et qu'il suffit juste de lui permettre de s'exprimer. Et que si on met les bons ingrédients, c'est comme dans un potager, c'est comme pour des fleurs, si on met les bons ingrédients, les bons éléments, on va faire que ça va être joli, on va avoir des bons résultats. Et c'est vraiment dans ce sens-là où ce que je veux transmettre, c'est vraiment cette capacité de dire on est une merveille, notre corps est une merveille et en fait, il faut lui permettre juste de s'exprimer correctement pour que ça fonctionne bien. J'adore cette idée-là de remettre du merveilleux finalement dans notre corps et on a tout à faire et tout à agir et à se comporter finalement d'une autre manière pour aller remettre notre corps en bon état et en bonne santé. Alors sachez que si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous bénéficiez bien sûr, comme à chaque fois sur Vivo Vojo, d'une offre spéciale qui est réservée aux participants de ce webinaire.
moi, je vous invite à vraiment aller cliquer sur l'offre parce que, écoutez, c'est une aventure vers une meilleure santé, vers une santé globale, vous l'avez vu, et intégrative. Et je vous rappelle aussi que l'offre de lancement, eh bien, est ce soir à 247 € au lieu de 353 €. Et ça, bien sûr, c'est disponible à partir de maintenant jusqu'à dimanche 0 heure française et 18 heures pour l'heure du Québec, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez en quelques mots, nous dire ce qui vous semble très important pour vous à retenir sur cette histoire de diabète? On l'a compris sur la responsabilité, on l'a compris sur l'action et sur le fait que notre corps est cet instrument merveilleux. Mais si vous aviez une idée supplémentaire que vous souhaitez que les personnes qui sont là ce soir retiennent, ce serait quoi? Alors, une idée supplémentaire, ce serait de se dire que le diabète, c'est pas simplement le glucide. On se focalise sur la glycémie parce que c'est ce qui ressort, mais que finalement, c'est beaucoup plus profond que ça, puisque on l'a dit, c'est une maladie métabolique, une maladie hormonale. Donc, il faut permettre à nos hormones de retrouver un état correct, à notre métabolisme de retrouver un état correct, et ce focus excessif sur la glycémie n'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, je parlais du stress qui est lié à l'alimentation, en fait, de vouloir en faire trop. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un focus extrême sur l'index glycémique, sur les glucides, avec des comportements qui sont parfois, je ne veux pas dire malsains, mais qui sont déplacés par rapport à ce que représente un aliment. Voilà, parce qu'en fait, l'aliment, ok, il contient des glucides, mais au final, est-ce que cet aliment, malgré les glucides qu'il contient, va nous apporter aussi des choses intéressantes qui vont permettre à notre corps de mieux fonctionner? Et donc, c'est vraiment dans ce sens, si je devais apporter cette petite chose en plus, c'est de se dire démystifions le glucide. On a une peur aujourd'hui, c'est comme à l'époque, il y a 30 ans en arrière, où c'était le gras, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est le glucide. On fait la guerre au glucide. Alors, le sucre, c'est pas bon, on est d'accord. Ça, c'est clair, il faut le dire. Mais c'est pas parce que le sucre est problématique qu'il faut considérer que tous les glucides vont forcément nous créer des altérations majeures au niveau de notre santé. J'aime bien prendre l'exemple à Okinawa où ils ont une alimentation très riche en glucides, mais qui par contre, elle est relativement frugale, elle est relativement saine par rapport à tout ce que ça apporte comme nutriments et ça fonctionne très bien. Donc, c'est aussi de se remettre dans ce contexte, démystifions le glucide, on fait en sorte que les gens commencent à avoir peur des glucides et après, on fait n'importe quoi au niveau alimentaire. J'aime beaucoup, Raphaël, parce que vous nous parlez de la notion de responsabilité, mais aussi de discernement. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. On aurait pu continuer pendant des heures parce que vous êtes un puits d'informations sur ce sujet. Mais en tout cas, j'espère qu'on vous a donné un maximum d'informations, que vous avez trouvé beaucoup de valeur. Merci en tout cas infiniment. Moi, j'ai appris plein de choses et j'adore ce que vous nous dites. Vraiment, ça remet en fait notre santé vraiment à la première place. Donc, merci infiniment pour ça. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cette formation, vous avez toutes les informations en cliquant sur l'offre qui est évidemment dans ce webinaire. Et si vous n'avez pas pu suivre le webinaire ou si vous avez dû vous arrêter, ne vous inquiétez pas, le replay vous sera bien évidemment envoyé dès demain par toute l'équipe de Vivo Vojo. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci infiniment pour votre contenu. Merci pour votre savoir-faire et votre savoir-être aussi. Et je vous dis à tout bientôt, Raphaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Soirée.